Bienvenue sur la plus belle des radios RTCI. Comme tous les vendredis, nous nous retrouvons jusqu'à 19h30 sur cette belle musique de l'ami El Fehri Riyad. Un autre Fehri. En tout cas, nous souhaitons beaucoup de bonnes choses et de courage à Sami El Fehri et à toute sa famille. Ceci dit, eh bien, c'est le dernier numéro dont on parle en ce qui nous concerne pour cette année 2012. Un dernier numéro que nous allons consacrer au soutien aux minorités, puisqu'il y aura une journée demain spéciale. La présidente est là avec quelques membres de l'association tunisienne de soutien aux minorités. Mais avant cela, nous allons retrouver l'ami fidèle de toute cette année, Raouf Dakhlewi de l'espace Art Libris. Bonsoir Raouf. Bonsoir Adel, comment vas-tu? Très bien, quand on regarde un peu le bilan de l'année 2012, en ce qui concerne les livres, je ne parle pas de politique, je trouve que ça a été quand même riche en événements et en rencontres, non? C'est vrai que ça a été riche, il y a eu beaucoup de livres publiés et beaucoup d'auteurs se sont fait connaître ou alors se sont livrés, beaucoup de gens se sont livrés, beaucoup d'hommes politiques surtout se sont livrés cette année et ont sorti et se sont justifiés d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est bien, se sont justifiés d'une manière ou d'une autre. Cela veut dire beaucoup de choses. Exactement, exactement. Et la dernière rencontre pour 2012, ce soir à 18h30, ce sera avec qui et à propos de quel livre? Ce sera avec Hamad El Abidi. Oui. C'est un personnage truculent connu dans Tunis. On le connaît par son appellation de vieux frère. C'est pour les 68 arts, hein, connus. Même pour les... Même les plus jeunes. Les premiers post-68 arts. Ah bon, voilà. Aussi. Donc, Hamad El Abidi ou vieux frère, qui, sur son deuxième roman, Le Partir. Et c'est un roman autobiographique. À la lecture de ce roman, c'est vraiment... Pourquoi Le Partir? Le Partir parce qu'il part d'un endroit à un autre, il quitte sa situation chaque fois qu'il est bloqué, oui. Il s'en va pour renaître comme le Sphinx, renaître de ses cendres. Vous savez, c'est quelqu'un qui et là c'est un troubadour. Non, ce n'est pas un troubadour, c'est quelqu'un qui a eu les pires difficultés du monde. C'est quelqu'un qui est né orphelin de père et de mère, qui a été adopté par sa tante, qui est morte alors qu'il était en très bas âge, qui a été confié à une famille qu'il a exploitée. Il est parti de nouveau et il a été adopté par une famille qui lui a arrangé la situation un peu avant la mort de la nouvelle mère qu'il aimait beaucoup avant qu'elle ne meure, et qu'à 13 ans, il fasse un passeport en déclarant qu'il en avait 18 et part émigrer en France où il a commencé à faire des travaux. Et il part toujours quelque part. Et de simples manœuvres à des formations professionnelles et ensuite à reprendre à faire des études. Il termine sa licence en droit et c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Spécial, et une fois rentré en Tunisie, au bout de quelques années, bloqué qu'il était par ses orientations politiques et il part de nouveau. Il est parti sur la Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, il vit entre la Tunisie, la Côte d'Ivoire, un peu en France, mais surtout en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ouais. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est absolument extraordinaire. Il a très très bien écrit son livre. C'est un livre qui n'est pas du tout morbide, c'est un livre plein d'espoir, c'est un self-made man, c'est quelqu'un qui a évolué de situation, rien ne l'a rebuté, il a fait les travaux les plus pénibles, mais parce qu'il avait l'intention d'arriver, il avait l'espoir d'arriver, et il est arrivé, voilà. Voilà ce que je voulais dire. On peut dire que cette année se termine de façon originale, Art Libris. Classique, je dirais. Je dirais classique pour Art Libris, dans les choses habituelles, je dirais. Par contre, là, et c'est la difficulté un peu que rencontre tout le secteur de la librairie. Oui. On est dans une situation, je ne dirais pas catastrophique, mais une situation alarmante, qui tend vers la baisse. Voilà. Qui tend vers la baisse. Là, il
il faut trouver d'autres créneaux plus intéressants peut-être. Alors, quels sont les vœux pour 2013? Pour 2013. Bien sûr que la situation s'améliore, d'accord. Non seulement ça. Oui, que la situation s'améliore, mais pas forcément pour Arlibris. Arlibris n'est qu'une petite, même pas maille, je ne dirais pas maille, mais une petite entité là dans notre Tunisie. C'est que notre Tunisie retrouve un peu sa sérénité, que notre Tunisie vive un temps de paix où c'est hors de... Qu'on retrouve la sérénité qu'on connaissait malgré tout. Exactement. Voilà. Qui est menacée. Beaucoup de gens voient l'avenir en noir, mais bon. Je crois que surtout en ces temps de fête, ce sont aussi les temps de l'espoir, et nous espérons tous arriver à améliorer notre situation et retrouver notre sérénité. Je peux ajouter un petit mot pour la semaine prochaine. Oui. Pour la semaine prochaine, comment on va entamer l'année en fanfare, je dirais. Parce qu'il y a la traduction du livre La Deuxième Fête du professeur Riyad Ben Ashou qui est sorti. C'est la traduction en arabe qui est faite par Fathi Ben Haj Yahya. Et il devrait la présenter, ils devraient être tous les deux à Arlibris vendredi prochain, à 18h30 comme d'habitude, pour présenter la version arabe de la deuxième fête. Eh ben, on sera comme d'habitude en direct pour en parler. Voilà. Allô? Oui. Je voudrais encore te souhaiter, ainsi qu'à tous nos amis, à tous les auditeurs, une très très bonne année. D'abord une excellente fin d'année. Oui. Et une très belle année 2013. Une fin d'année sans accident, s'il vous plaît. Exactement. S'il vous plaît. Parce que ça a commencé déjà aujourd'hui. Oui. Voilà. On préserve sa santé, sa famille, sa société, etc. Merci beaucoup, Raouf Dakhlewi. Nos meilleurs vœux pour toi aussi et pour tout le cercle d'Arlibris et pour toute la Tunisie. Merci. Et donc à l'année prochaine. À l'année prochaine. Voilà. À l'année prochaine. Merci beaucoup, Raouf Dakhlewi. Au revoir. 18h15. 18h18, on en parle, je vous disais tout à l'heure. Nous allons parler d'activités de société civile, puisque nous aurons avec nous des membres avec leur présidente de l'association tunisienne de soutien aux minorités. Yamina Thabet est une habituée du micro de RTCI, même par téléphone. Maintenant, elle se glisse comme ça de temps en temps. Bonsoir, Yamina. Bonsoir. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un contrat, amical. Je ne passe que... Tu passes ici et on te fait payer maintenant, comme les chroniqueurs. D'accord. Mais avec un contrat d'exclusivité, bien sûr, je ne passerai plus par téléphone. D'accord, très bien. Alors, tu nous présentes tes compagnons, justement, ici, parce qu'il y a un prénom de jeune fille qui me plaît beaucoup. Je vais lui poser la question après. Donc, la jeune fille en question s'appelle Raïdé. C'est peu commun comme prénom. C'est irakien. C'est irakien, oui. Donc, c'est pas évident. Bon, c'est pas évident. Il y a eu des recherches de la part des parents quand ils ont conçu, là, on va la nommer, celle-là, Raïdé. Là, c'est une longue histoire, en fait, mais bon, si vous avez le temps. Et Mohamed Amin Jlassi, un autre membre de notre association. Alors, chacun est chargé d'une tâche, Raïdé, c'est chargé de communication. De communication. Et Mohamed Amin, chargé le juridique. Tout ce qui est juridique. C'est-à-dire, c'est toi qui fais les plans. Vraiment, il faut pas dire ceci, il faut dire cela, il faut pas dépasser, il faut porter plainte pour diffamation, c'est ça? Oui. Vous avez eu des procès de diffamation? Oui. Vous avez été attaqué par... Attaqué, non, jamais. On n'a jamais été attaqué. Mais je préfère être attaqué et poursuivi en justice plutôt qu'attaqué autrement. Au moins en justice, il y a des moyens de démêler le truc, mais dans la rue, être attaqué, c'est autre chose. Mais vous avez eu sûrement des bâtons dans les roues Non, on a eu des bâtons dans les roues. Même. On doit dire qu'est-ce qu'elle fait avec des minorités. On n'a pas de minorité dans le pays. Non, ça c'est la première chose à dire. Ouais. Déjà, c'est une situation de déni que la Tunisie a hérité de génération en génération. C'est des parties d'histoire très importantes qui ont été occultées volontairement. C'est des Tunisiens qui sont de confession autre que musulmane, des Tunisiens qui sont qui ont une couleur de peau qui n'est pas la couleur de la majorité et qui est loin d'être blanche entre parenthèses, parce que voilà, être noir en Tunisie, c'est avoir une nuance un peu plus foncée la peau, la peau, l'orientation sexuelle et autres, plusieurs moyens plusieurs différences qui font que plusieurs Tunisiens sont discriminés aujourd'hui. Et le pire, c'est que
Ils l'ont été déjà, mais on ne disait pas. Exactement. C'était d'une manière un peu c'était des souterraine. Ça faisait partie de la longue liste de tabous qui existent encore aujourd'hui. Mais je me dis qu'après la Révolution, il y a eu une montée d'extrémisme que ce soit religieux ou d'extrémisme dans toutes les opinions possibles et imaginables. Ça émane peut-être du fait que le Tunisien ne soit pas habitué à la liberté, certes, mais aussi du fait qu'on a toujours fermé les yeux sur les réalités, tout simplement. On a joué à l'autruche pendant des décennies. Et on continue à le faire. Quand je vois des hommes politiques assez influents aujourd'hui dire et répéter à plusieurs reprises que oui, nous sommes tous arabes et tous musulmans. Nous ne sommes pas tous arabes et nous ne sommes pas tous musulmans. Par contre, nous sommes tous tunisiens. Et c'est ça que nous voulons montrer avec notre association. C'est la souveraineté de la citoyenneté. Et quand on reproche à un parti d'organiser une réunion dans un local de juifs, alors que il est tunisien, ça, c'est pas de l'antisémitisme. Avoir des pancartes et des croix gammées, c'est pas de l'antisémitisme. Un imam qui en a porté plainte, d'ailleurs, contre qui l'association a porté plainte, qui porte un discours, les vidéos étaient là, et on a la vidéo, on a toutes les preuves, un discours où il prie le Seigneur de stériliser les femmes juives, que Dieu, je cite, pour qu'on fonde pas, je cite, que Dieu éradique cette race. Alors ça, si c'est pas un discours nazi, je suis désolée, mais moi, on dit le bon Dieu. Le Dieu est bon, et je pense qu'il n'écoute pas ce genre de discours. Non, mais certainement. Et que je crois que ça se retourne contre la personne qui le prononce. Oui, ça, sinon, on a tendance à la justice qui se retourne contre lui. Comment, Reda? C'est la manipulation. Ouais. On joue toujours sur le côté religieux, en même temps, on fait glisser les... Oui, mais c'est un côté dangereux. Exactement, c'est ça le problème. Ça donne une image vraiment on profite de la société. Ouais. On entre toujours par le côté religieux pour passer les idées noires, entre guillemets. Quoi. Alors, on va parler de cette action qui aura lieu demain à l'Hôtel Africa à Tunis. Yamina, de quoi s'agit-il? Donc, l'association tunisienne de soutien aux minorités organisera demain une journée. À partir de 15h à l'hôtel africain intitulé Illusion, souffrance et résistance, la Tunisie sous l'occupation allemande. Tu peux répéter? Donc Illusion, souffrance et résistance, la Tunisie sous l'occupation allemande, novembre 1942, mai 1943. Et ça parle de la rafle des Juifs, des Tunisiens de confession juive, une partie de l'histoire qui est plus qu'importante. Moi, je dis toujours que ça ne fait pas partie de l'histoire de la Tunisie, ça fait toute l'histoire de la Tunisie. Donc, ce sont des Tunisiens qui ont subi la rafle nazie sous l'occupation allemande, sauf qu'on n'en parle pas. Et le pire, c'est qu'on a fêté le 70e anniversaire en France, concernant la rafle des Tunisiens juifs, et on ne l'a pas fêté en Tunisie. Chose qui est pour moi d'une absurdité incroyable. Apparemment, on ne le sait même pas ici qu'il y a eu une rafle de juifs en Tunisie. Exactement. C'est une partie de l'histoire qui a toujours été occultée, et je le répète volontairement, qui a toujours été occultée, et on en a Pourtant, jamais... il y a eu beaucoup de résistants. Et c'est pour ça que, le titre, c'est pas... Serge Sebeg, non? Donc, voilà, des personnes qui ont décidé. Il a résisté, il est même mort ici. Il a été exécuté. Il a été exécuté ici en Tunisie. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a dit souffrance, illusion, mais aussi résistance. C'est pas des personnes qui ont été passives. En tout cas, les Tunisiens ne sont pas passifs. Ils l'ont déjà montré, que ce soit des Tunisiens, peu importe leur confession, tout simplement. Si on parle de Tunisiens, voilà. Moi, je parle de Tunisiens qui ont subi la rafle allemande, tout simplement. S'il y a eu en Europe ceux qui ont des familles qui ont malheureusement disons abandonné peut-être relativement vite, vu les conditions horribles, les Tunisiens ont résisté, tout simplement. Et il y a de quoi être fiers. Ils n'ont pas quitté le pays. Ils n'ont pas quitté le pays. Il y en a qui ont été comme tout le monde, déportés, comme beaucoup de Juifs en cette période, mais ils ont résisté. Il y en a qui sont morts ici, dans leur pays, tout simplement. Donc c'est une partie de l'histoire qui peut nous rendre fiers, et qu'il y a de quoi nous rendre fiers. Donc aujourd'hui, le but de cette journée, c'est de mettre la lumière sur cette partie de l'histoire qui mérite amplement. Est-ce qu'il va y avoir des historiens qui vont participer? Donc, les personnes qui nous feront l'honneur d'être présentes et donner les conférences, il y aura avec nous Abdelkrim Alleghi, qui est professeur d'histoire à l'université de Tunis, Claude Nataf, qui est président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, Habib Kazdarli, professeur d'histoire à l'université de Manouba, que je tiens à remercier vraiment pour son aide, Anne-Marie Rikolski,
et je suis arrivée parce que son nom n'est pas évident, Anne-Marie Rekolski, qui est la présidente du projet Aladdin, un projet qui est vraiment extraordinaire. On va en parler après parce que ça a attiré mon attention. Voilà. Ça. Et Madame Sophie Bessis, qu'on présente pas, journaliste, militante extraordinaire, qui a écrit des livres sur Bourguiba, avec Sohaib Lahsan. Voilà, et le livre a été réédité cette année. Oui. Oui. Je tiens à le dire. Et puis, il y aura aussi une présence bien connue, d'une figure bien connue. Donc, par la suite, il y aura à 20h, à la salle de cinéma Le Mondial, la projection du film Villa Jasmin, et qui sera suivie d'une discussion avec Monsieur Serge Moati, l'auteur du roman Villa Jasmin, il nous fera l'honneur de sa présence pour discuter Villa Jasmin, qui a été réalisé par Farid Bourdil. Farid Bourdil et Serge Moati, voilà. Et je tiens aussi à noter qu'on a invité le ministre de la Culture, espérant qu'il va venir. Ah oui, on tient à préciser qu'on les invite. Je ne ferai pas de commentaires. Non, on invite on invite tout le monde. On invite tout le monde. Oui. Après, celui qui vient et celui qui vient pas, ça sera très révélateur, tout simplement. Voilà. Déjà, on est habitué à ça. Alors, qui va me parler de ce projet Aladdin? C'est quoi le projet Aladdin, Yamina, ou les autres, quand vous je sais pas, moi, vous êtes libre. Allez, vas-y, puisque tu t'es lancé. Non, et après, on va me dire si je me lance, je ne m'arrête pas, mais bon. Bon, ça va rien, on a le temps. En fait, grosso modo, le projet Aladdin, c'est, je ne peux certainement pas le présenter dans les moindres détails. Toujours est-il que c'est un projet qui a fait que lors de la déportation, il y a eu en Europe, beaucoup de juifs qui ont perdu des biens, que ce soit beaucoup d'argent. Oui, ils ont été spoliés, ils ont été spoliés, tout simplement. Le projet Aladdin a restitué cet argent. Il l'utilise maintenant pour la cause des juifs partout dans le monde. En fait, c'est ça. C'est une restitution des biens qui ont été, pourvu que ça arrive au monde arabe. Non, mais ça existe le projet Aladdin existe dans le monde arabe. Ça existe dans le monde arabe, oui, mais déjà c'est concentré sur le Grand Maghreb, non? Oui, en partie, mais bon, mais ça existe dans le monde arabe. Donc, pourvu qu'en Tunisie, ça ait plus de répercussions, plus d'importance. Très bien. En tout cas, la journée de demain, c'est grâce au soutien aussi de l'Institut français que je tiens à remercier. Pardon. Qui nous a aidés. Voilà, on va parler de soutien, on va parler d'intervention de chacun, si vous voulez bien, après avoir écouté une chanson concernant l'Africain. Mohamed Amin Jlassi est chargé des affaires juridiques. Pourquoi? Pourquoi chargé des affaires juridiques ou pourquoi on rigole? Parce qu'il a dit chargé des affaires juridiques, pourquoi? Tu peux lui expliquer le choix de tes études? Oui, bien sûr. On sait qu'il est la même promotion qu'Amin Babachir. Ça, il nous l'a dit hors antenne. Ah oui. Voilà, donc, ça y est, c'est fait. Bon, je dis bonjour à Amin s'il est à l'écoute. Oh, il doit encore étudier un droit, sûrement, quelque part. D'ailleurs, moi aussi, j'étudie en droit. Je suis en première année, licence droit. C'est contagieux dans l'association. Apparemment, sauf moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je fais médecine, alors là, bon. C'est bien. Non, mais c'est loin, surtout. Ça n'a rien à voir. Alors, on va parler est-ce qu'on a les thèmes des interventions, justement, des participants à cette journée qui aura lieu demain à partir de 15h, je le rappelle, à l'Hôtel Africa, sans publicité. Voilà. À l'hôtel Africa. Bon, ça va, on l'a dit. Il faut citer deux autres noms d'hôtels pour, bref, on va pas faire ça. Donc, Abdelkarim Alegui interviendra par rapport aux opinions des élites tunisiennes face à la guerre, 1942-1943. Claude Nataf interviendra sur le sujet des Juifs de Tunisie pendant la Seconde Guerre. Professeur Habib Kazdarli sur les résistances à l'occupation allemande de la Tunisie, parce que ça existait. Et Anne-Marie Rekolski présentera le projet Aladdin. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je pourrais pas présenter plus que la présidente du projet. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes qui nous écoutent ce soir à être présents demain. Ça sera vraiment une rencontre qui est très riche, avec beaucoup d'échanges. Madame Sophie Bessis interviendra pour faire une synthèse de la rencontre et par la suite, il y aura un débat ouvert et les personnes présentes dans la salle pourront poser des questions, on pourra discuter, ça sera interactif. Alors moi je voudrais aussi parler de Serge Moati qui sera présent en soirée pour le film dont est adapté. Il sera présent à 15h aussi. Oui,
Son père était un grand résistant, le père Serge Moati, qui faisait partie du Parti socialiste tunisien. Leur maison a été même attaquée, je crois, plastiquée, donc à l'ex-place Jeanne d'Arc ici. Et donc Serge Moati, qui n'est pas, c'est le vrai Serge Moati, il a pris le nom de son père. Serge Moati parle dans Village Asma justement de ce côté de résistant de son père, de ses parents en tout cas. Oui. Voilà. Et ses parents qu'il a perdu jeune. Et qu'il n'y a pas eu que les Moati, il y en a eu plein qui ont lutté pour l'indépendance de la Tunisie, qui sont restés là, qui sont cités dans le mouvement national, mais un peu occultés. Ça a été... C'est vraiment injuste envers ces gens-là. Mais la première chose comme lors de la fondation de l'association, la question était est-ce qu'il y a des minorités en Tunisie? Maintenant, est-ce qu'il y a eu une résistance? Est-ce qu'il y a eu une occupation allemande déjà? Est-ce qu'il y a eu une résistance? Est-ce qu'il y a eu une déportation ici? D'ailleurs, c'est quelque chose que même lors d'une visite au mémorial de la Shoah à Paris, c'était ça la discussion. C'est quelque chose dont on parle même pas en Tunisie, alors que ce sont des Tunisiens qui ont été déportés. C'est quand même incroyable. C'est comme si on ne parlait pas des martyrs lors de l'occupation française ou autre. Je sais pas pourquoi on se focalise sur certaines parties, disons, de l'histoire et on occulte d'autres qui ne sont pas moins importantes, je dirais même, qui ont été pires pour l'histoire de la Tunisie. Donc, voilà. Alors, vous êtes d'accord les deux, là Madame la Présidente ne vous laisse pas une place, là. Ah voilà, c'est sûr de ma faute. On est habitué. En fait, il s'agit pas seulement des Juifs qui sont en train d'avoir des attaques, surtout les dernières attaques, parce que on a déjà déposé des plaintes pour ça. Oui, mais enfin, des plaintes qui n'aboutissent pas, parce qu'on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Non, mais on a gagné. On a gagné oui, mais c'est l'affaire. On a gagné une affaire. C'est une famille à qui on a pris une famille juive. Il n'y a pas que... Ouais, oui. On peut citer le nom, non? Oui, une famille Khattab. Voilà, la famille Khattab à qui on a pris un appartement, qui leur appartenait, et qui avait porté plainte à plusieurs reprises, envoyé des lettres au ministre des Affaires, qu'est-ce que je raconte, Affaires étrangères, au ministre des Droits de l'Homme, au ministre des Affaires religieuses, voilà, et au ministre de la Justice. Ça n'a abouti à rien. On a porté plainte et on a gagné, tout simplement. C'est la preuve que oui. Et ils ont récupéré leurs biens. Ils ont récupéré, voilà. Non, mais on comprend quelque chose. Après l'intervention de l'association, on a donné un coup de pouce. On a soutenu, l'affaire de Monsieur Khattab et on l'a gagné. Donc on sent qu'il y a un côté religieux, un côté de discrimination dans l'affaire. Voilà. Sinon on n'aurait pas. Si c'était une simple affaire judiciaire. Oui, personnelle, oui. C'est pas grâce à une association qui va gagner l'affaire. C'est pas voilà, ça sent donc. Mis à part, l'affaire des slogans antisémites d'appel devant l'aéroport et devant la synagogue, et devant le ministère de l'Intérieur. Quoique le code pénal sanctionne ces pratiques, mais on l'applique jamais. Malheureusement. C'est ce que j'ai dit. Moi, lui, ils comprennent mieux en matière de droit, de machin juridique là. Donc, c'est vrai. Mais si on part du principe, normalement, ce que je sais, c'est que avoir un tel discours de haine, tel qu'a eu l'imam à Radès, ou les slogans d'appel au meurtre de citoyens tunisiens de confession juive, ça, c'est un fait pour moi secondaire. Normalement, on n'a pas besoin de porter plainte pour que ce genre d'acte soit. Mais on a appelé à la mort de Qaïd Sebsi, carrément sur la Mihbi Bourgui. Le problème, c'est qu'actuellement, on veut habituer la société tunisienne à la violence, de telle façon que au début de la révolution, quand on apprenait qu'il y a je sais pas, une réunion s'est fait attaquer par des bandits, des groupes et tout. On était choqués. Mais après une certaine période, c'est comme si on s'habitue. Ça devient une coutume, quoi. Il faudrait pas. C'est comme une coutume. C'est ça le problème. On demande la question qu'on se pose, est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est un État de droit? Mais normalement, le gouvernement, il doit appliquer la loi. Il doit assurer la sécurité de la société. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on se demande. Chacun fait ce qui lui plaît, comme dirait la chanson. Oui. En fait, il y a une petite lacune en droit pénal parce que normalement, il faut avoir un article qui stipule que
toute personne qui incite à la haine ou à la violence, c'est ça, religion, race, tout ça, sera puni de tel et tel. Sinon, le ministère public ne peut jamais rien faire. Réagir. Mais elle n'existe pas, cette loi-là? Elle n'existe pas et... Parce que le Tunisien n'était pas aussi... violent que... Mais on a déjà participé aux assises de la société civile à Monastir la semaine dernière. On a proposé pas mal d'articles qui doivent dans ce sens. Figurer dans la Constitution. C'est ça. Oui, Reda. Il faut dire que la discrimination, il existe depuis X temps. Mais avant, on disait que c'était la dictature de Bourguiba, de Ben Ali, etc., de telle façon qu'il n'y avait pas de liberté d'expression, de telle façon, on peut pas entendre ces minorités ou ces citoyens tunisiens qui sont en train de souffrir de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, etc. Voilà. Mais si le 14 janvier, on parle d'une révolution de dignité, de liberté, mais c'est comme si ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce n'est pas la révolution du 14 janvier, c'est autre chose. C'est ça le problème, c'est que c'est très loin des principes de cette révolution. C'est ça le problème, c'est que au contraire, la violence elle fait qu'augmenter et bien sûr, c'est les minorités qui souffrent le plus parce que déjà à la base les minorités ont des spécificités, donc ils sont différents de la majorité. Donc c'est ça c'est la base. Et pendant les périodes où la violence augmente, ce sont eux les éléments qui souffrent, qui souffrent le plus. Oui, et il faut vraiment accepter les autres, pour, quelles que soient leurs différences et tout ça. Mais moi, ce que je comprends pas, que le Tunisien, quand il est par exemple en voyage ou il vit en Europe, c'est quelqu'un d'autre. Et quand il revient ici, il reprend sa peau. Je vais dire. Oui. Malheureusement. Non, mais il reprend, mais c'est limite. En fait, c'est limite du terrorisme intellectuel que le Tunisien vit, en fait. Lorsque on parle d'homophobie, par exemple, je ne dis pas que le machisme impose cela ou la société impose. Non, c'est pas une question de machisme, c'est une question d'idée et d'éducation. D'éducation, exactement, d'éducation, de préjugés, de manque d'information aussi. On se sent obligé, le Tunisien se sent presque obligé d'être homophobe. Il se sent presque obligé d'être raciste envers les Noirs. On va dire des choses. Mais on le sait pas. On le sait pas. On est raciste, mais on le sait pas. Parce qu'on parle jamais de minorités noires, de minorités sexuelles comme les homos. C'était tabou et ça reste toujours tabou. C'est pour ça qu'on est ici. Pas tous en même temps parce que vous comprenez pas. D'accord. On dit toujours que la Tunisie est un pays de tolérance. Et par la suite, on nous dit que notre association est là pour prouver le contraire. Alors là, pas du tout. En fait, en ayant fondé cette association, la seule chose qu'on s'est dit, c'est que, d'accord, le Tunisien doit être certainement tolérant. On ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup de racisme. Moi, j'aime pas déjà le mot tolérance. Voilà, exact, c'est ce que je vais continuer. Parce que quand on dit je tolère, c'est que je suis supérieur à l'autre. Voilà, je suis supérieur à l'autre et je l'accepte. Alors que même historiquement parlant, c'est des personnes qui ont été là avant nous. Enfin, les chrétiens et les berbères aussi. Historiquement et chronologiquement. Voilà. Chronologiquement, ils étaient là avant nous. Mais ce n'est pas une question de tolérance, c'est une question de coexistence, tout simplement. Et pour apprendre à coexister, il faut avoir connaissance de l'histoire du pays. Parce qu'au fond, comment voulez-vous qu'on en veuille à un Tunisien qui ne sait même pas qu'il y a eu une rafle de juifs, qui ne sait même pas que les Tunisiens juifs ont lutté, ont milité pour l'histoire, pour la Tunisie, pour leur pays. Ils sont morts, ils se sont sacrifiés, ils ont été martyrs pour le pays, tout simplement. Oui, mais sauf que depuis le début de l'indépendance, on leur a pas reconnu ça. Voilà. Si le problème revient à très très loin, remonte très loin. Si le Tunisien ignore ces parties de l'histoire, on peut pas lui en vouloir, parce qu'avec les préjugés d'une communauté entre guillemets, parce que je hais ce terme vraiment, c'est une communauté recroquevillée sur elle-même, isolée, presque des missionnaires, ça c'est faux, tout simplement. Et c'est ce qu'on veut montrer, pas passivement, c'est nous avons des membres de l'association qui sont chrétiens, que ce soit chrétiens depuis le début ou récemment convertis au christianisme, juifs, athées. Quand il y a une personne dans la rue qui passe, est-ce que tu sais de quelle confession elle est, de quelle origine ou qu'est-ce qu'elle est dans le privé? Tu passes à côté. Mais le jour où il découvre que tu es différent de lui et ça y est, il va prendre distance, il va plus te parler comme. Je suis désolé. Alors là, c'est le manque d'intelligence totale. Non, mais c'est le racisme. C'est toujours un manque d'intelligence. Pardon, déjà on va laisser la plus jeune parler un peu. Généralement, quand on parle de croyance, c'est quelque chose de tabou. De toute façon que tu es tunisien, automatiquement tu es musulman. Voilà, arabe et musulman, c'est ça le camp. Mais le jour où, par exemple, entre amis,
On parle par exemple des fêtes religieuses. Tu dis que je vais fêter Noël bientôt. Ils te disent non. Non, tu es censé être musulman, c'est ça. Enfin, Noël, c'est pas une fête religieuse. Non, c'est une fête religieuse. C'est la naissance du Christ. Pour eux, dans la tête, oui, exactement. Voilà. C'est ça le problème. Mais le musulman croit en Issa, en Moussa et tous les imbillés qui sont passés avant. Mais ça c'est normalement, théoriquement, comme on dit. Mais quand on parle d'application, c'est vraiment différent. Et donc on n'est pas musulman dans ces cas-là. Je suis désolé. Le musulman ne doit pas penser comme ça. Exactement. Il doit penser et croire en ceux qui Chaque être humain doit accepter l'autre. Oui, déjà en tant que société civile, en tant qu'association, on croit aux droits de l'homme. Donc on croit à l'universalité des droits de l'homme. De telle façon que peu importe nos différences, on doit coexister ensemble, on doit travailler, surtout en tant que Tunisien, on doit travailler notre pays, surtout en cette phase de transition assez difficile. Moi, je suis très content d'écouter des jeunes parlant comme ça, parce que quand je vois nos responsables politiques sur les plateaux de télé, ils sont toujours en train de dire Tunis al-Arabiyya al-Muslima. Tous. Même c'est pas possible, j'arrive pas à même hier, quelqu'un que je prenais pour quand même a fait cette gaffe sur une chaîne de télévision privée. Mais non. Il y a même une personnalité politique tunisienne qui est très appréciée, disons, qui n'arrête pas de répéter nous sommes tous arabes et musulmans. Vous voyez, c'est la responsabilité des médias. Et par la suite, non, c'est pas les médias. Ils sont responsables de ce qu'ils disent. Je suis désolée. Ils sont pas entrés dans sa tête pour lui dire qu'est-ce qu'il doit dire. Écoutez, comment le peuple va savoir que nous avons d'autres communautés comme les juifs, les chrétiens, les noirs et tout ça, et nous à la télé ou à la radio, on dit rien. On dit pas qu'il y a Noël, on dit pas qu'il y a l'Hanouka. On est en train de dire ça. Oui, c'est maintenant. On est en train de le dire. Mais le problème, c'est pas les médias, le problème c'est les hommes politiques qui viennent sur les plateaux de radio et télévision et qui disent toujours Tunis al-Arabiyya al-Islamiyya. Non. Et la justifié. Non, mais à part c'est vrai qu'il y a une majorité. L'image de la Tunisie. Je crois que, par exemple, si on voit les touristes, quand ils viennent en Tunisie, et après ils rentrent choqués généralement, parce que moi j'ai des amis qui sont de l'Afrique noire, par exemple ils sont de Côte d'Ivoire, de Gabon et tout. Chaque jour quand je les vois, ils sont en train de pleurer. On l'insulte d'esclaves, de slaves. Mais on a vécu ça à l'arrivée de la BAD il y a quelques années en Tunisie. Oui. Maintenant, on commence un tout petit peu à s'habituer. Mais au début, vraiment, les propos racistes fusaient de partout. Et il y avait un traitement spécial envers ces gens-là. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur le côté de l'éducation. Par exemple, quand on prend les manuels scolaires, de l'histoire, depuis la primaire jusqu'au baccalauréat. Jusqu'au bac, on va faire ça. Le bac, j'ai un blocage. Elle a oublié le bac. Oui, je l'ai eu, c'est bon. De telle façon que on parle toujours de Carthage, voilà, avant Jésus-Christ, et hop, on laisse toute une partie de l'histoire, on parle de Futuhat al-Islamiyya, et après, on saute encore une époque de l'histoire de la Tunisie, et on parle de l'occupation. Le mouvement national, ça on parle même pas des esclaves noirs, on parle pas des juifs. De telle façon que le citoyen tunisien, c'est normal qu'il devient ignorant. Il sait même pas. C'est ça le problème. Il faut vraiment, réaménager l'éducation. Pas le citoyen, les jeunes quand même des 2 dernières décennies au moins, parce que vraiment les livres d'histoire et puis la culture historique des Tunisiens. Ils sont plus tolérants et ils acceptent les autres, mais ils sont influencés par les autres générations et les discours. Et des discours qu'on vit maintenant. Allez, on rappelle la journée de demain. Donc, demain 15h. Illusion, souffrance et résistance, la Tunisie sous l'occupation allemande, novembre 1942, mai 1943, journée organisée par l'Association tunisienne de soutien des minorités à 15h à l'hôtel Africa. Avec le soutien de l'Institut français de Tunisie. Suivi d'une projection du film Village Jasmin avec la présence de Serge Moati pour discuter du film, du livre à la base. Voilà. Et il y a d'autres actions bientôt ou tu veux garder pour revenir comme ça te préparer? Non mais j'attends le contrat, moi je signe, après je viens, ça va. Plus rien gratuitement, j'ai appris. Merci beaucoup, mademoiselle la présidente. Yamina Thabet, accompagnée de Raïdeh Thabet. Oui. C'est ce prénom très joli. Le prénom distingué. Et puis Mohamed Amin Jlassi, tous membres de l'Association tunisienne de soutien aux minorités. Merci pour l'invitation. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Bientôt.